On y va. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter, à venir parler de la proprioception dans les troubles des apprentissages. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez surtout pas à me dire s'il y a un souci technique ou à m'interpeller s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça ne me perturbera pas. Euh, alors, en introduction, moi, je suis médecin généraliste au point de départ et j'ai le bonheur d'avoir 4 filles, dont 3 dyslexiques, et elles le sont grâce à moi. Donc, si vous voyez une ou deux fautes d'orthographe, ne soyez surtout pas surpris. Alors, souvent, mon épouse a le temps de corriger, et là, j'avoue que j'étais un petit peu à la... Voilà, j'ai fini très tardivement, donc voilà, elle n'avait plus le temps pour pouvoir corriger. Donc, s'il y a deux, trois fautes, ne soyez pas surpris. C'est ainsi. Donc, moi, je suis médecin généraliste et je fais une thèse de sciences sur les troubles des apprentissages et sur la proprioception par rapport aux troubles spécifiques des apprentissages. Parce que je crois que ce qui est important, c'est comment dire, c'est cette prise en charge. J'ai envie de dire personnellement, nous, dans notre famille, nous a aidés. Pour mes 3 filles, vraiment pour 2 filles, ça nous a aidé énormément. Pour la troisième, elle fonctionnait un peu comme moi et elle, j'ai envie de dire, elle n'a pas forcément eu autant de bénéfices que les deux autres. Moi, personnellement, même si je fais encore quelques fautes, ça n'a plus rien à voir par rapport à avant. Et comme c'est une prise en charge, il y avait une première étude de Patrick Kersia qui était sortie en 2007. Et elle est peut-être sortie trop tôt, mais je pense qu'elle fait aussi bousculer les choses. Et elle n'était, à mon avis, peut-être pas audible à l'époque, mais c'est important d'apporter des éléments de preuve, de compréhension, mais surtout de preuve, parce qu'il est normal en fait que les intervenants classiques sur les troubles des apprentissages, avec des approches qui sont vraiment très différentes, c'est normal en fait qu'ils ne comprennent pas. Et ils ont besoin de preuves, ils ont besoin d'éléments pour pouvoir se dire, bah oui, là, quelque chose se passe. Et donc, le fait pour moi de faire cette thèse de science, c'est pour essayer d'apporter des éléments de preuve. Donc là, Madame Grand-Vincent m'a demandé de parler de la proprioception dans les troubles spécifiques des apprentissages. Alors, on va d'abord parler, bien sûr, de la proprioception. Ensuite, très rapidement, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, ça va être les troubles spécifiques d'apprentissage, mais je vais être très bref là-dessus. Et ensuite, sur la prise en charge proprioceptive dans le traitement de la dyslexie, évoquer 2, 3 études et surtout évoquer l'étude que je viens de présenter dans différents congrès et que je viens de lancer pour une publication. Mais voilà, ensuite, il va falloir avoir le retour des revues. Alors, donc la proprioception. Alors, j'ai repris la phrase de Jean-Pierre Roll, hein, sur la sensibilité proprioceptive, hein, pour être un sens premier indispensable, hein, pour l'émergence de la conscience de soi en tant qu'être capable d'action. Donc, on va parler donc, de cette proprioception qui a un sens qui est complètement méconnu et avec raison. Mais d'abord, pourquoi faire avoir des sens? C'est pour notre cerveau. Et la première question, c'est à quoi sert notre cerveau? Alors là, ce soir, moi, mon cerveau sert à communiquer avec vous, mais je ne suis pas sûr que c'était son rôle premier. Son rôle premier, en fait, du cerveau, c'est vraiment le mouvement. Si je n'ai pas un arbre n'a pas besoin de cerveau, il n'a pas besoin de se déplacer, il n'a pas de mouvement. Moi, j'ai besoin de me déplacer, j'ai un cerveau. Et il y a quelques bestioles qui, au début de leur vie, se déplacent et ont un cerveau. Et au bout de 24-48 heures, ils vont se fixer, alors ce sont des bestioles marines, hein, ils vont se fixer sur un rocher. Et une fois qu'elles se fixent sur leur rocher, elles digèrent leur cerveau, elles l'éliminent. Parce qu'une fois qu'elles sont fixées, elles n'ont plus besoin de se mouvoir. Donc, le rôle peut-être essentiel du cerveau, c'est sa capacité à se déplacer, c'est le mouvement. Et le mouvement, vraiment, est quelque chose qui a un sens. Il y a un excellent bouquin d'Alain Berthoz qui vient expliquer pourquoi le mouvement a un sens et pourquoi il donne sens aux choses. Donc, pour pouvoir me déplacer, j'ai besoin d'informations. Et c'est là où mes sens classiques, hein, donc vous connaissez tous nos 5 sens, hein, qui sont bien sûr le toucher, qui sont la vue, d'accord, l'audition, le goût et, et l'odorat. Mais ces sens, j'ai envie de dire, si je veux pouvoir les utiliser, j'ai besoin de savoir où est situé l'organe qui porte ce sens. Par exemple, pour
la vue, pour pouvoir regarder. Si je ne sais pas où où sont situés mes yeux et vers quelle direction regardent mes yeux, ben, j'aurais beau voir un élément, ça ne va pas me servir à grand-chose. Donc, il faut vraiment que je puisse localiser où sont mes organes sensoriels. Hein, d'accord? Donc, pouvoir les localiser, avoir une direction et pouvoir aussi analyser un mouvement. Alors, les 5 sens qu'on vient d'évoquer, hein, le toucher, la vue, l'audition, le goût, l'odorat, ce sont des sens qui permettent d'avoir des informations extérieures, donc une information visuelle, une information auditive. Ce sont des choses qui ne font pas partie de mon corps, c'est une information qui vient de l'extérieur. Et finalement, ben, pour pouvoir utiliser cela, j'ai deux autres sens, qui sont des sens qui sont complètement... je n'utilise pas en temps normal. D'abord, la proprioception. Donc, c'est vraiment, on va dire, tous les sens des mouvements et de la position des muscles. Alors, une question simple, c'est sans regarder vos pieds, là, je pense que vous êtes capable de savoir comment ils sont situés. Ben, c'est par ce sens de la proprioception. Alors, si vous n'arrivez pas à situer comment sont vos pieds, là, comme pour l'instant, à cet instant, ben, il vous suffit de bouger un tout petit peu les pieds et là, vous allez sentir comment ils sont situés. D'accord? Donc, ce sens de la proprioception me permet de situer mes différents organes, mais parfois, il y a plein de mouvements pour pouvoir vraiment être fonctionnel. Et le dernier sens qu'on oublie aussi, bah, c'est le vestibule, hein, c'est l'oreille interne qui me permet de gérer, on va dire, l'équilibre. D'accord? Et l'ensemble de ces deux sens, de la proprioception, j'ai envie de dire, de l'oreille interne, me permet aussi de me repérer aussi par rapport à un élément qu'on oublie trop souvent, qui est la gravité. La gravité, c'est une force qui s'applique à nous constamment. Et la façon dont vont réagir mes muscles pour me permettre de me tenir debout, la façon dont vont travailler le vestibule, etc., ça me donne beaucoup d'informations. Mais tous ces sens, en fait, ne travaillent pas seuls. En fait, ils sont interconnectés les uns entre les autres. Et c'est vraiment ce qu'on appelle l'intégration multisensorielle. C'est-à-dire que ce n'est pas une information visuelle seule. Elle va aussi travailler avec les informations, par exemple, auditives. Alors, c'est voilà ce qui avait montré que si deux informations, par exemple, visuelles et auditives, étaient proches l'une de l'autre, en fait, elles se renforcent. Par contre, si elles sont éloignées l'une de l'autre, elles ne vont pas se renforcer. Donc, en fonction de où se situent les informations de différents organes, ça va avoir un effet potentialisateur ou pas. En fait, notre cerveau gère à peu près entre 4 et 400 milliards bits d'informations secondes. C'est monstrueux, d'accord? Et notre cerveau, il est un peu... Alors, il peut être comme moi, donc un peu fainéant, ou maintenant, on va dire de façon un peu plus évoluée, il est écologique, donc il adapte ses dépenses. Et en fait, il va neutraliser toutes les informations qui ne sont pas utiles, parce que c'est plus simple de gérer peu d'informations que de gérer trop d'informations. Et toutes les informations qui ne sont pas utiles à son action, il va les neutraliser. Donc, c'est sûr que si j'ai 2-3 organes qui m'apportent des informations qui sont concordantes, elles vont ressortir. Alors, donc la proprioception... Attendez, j'ai un petit souci, mais on va essayer de régler le petit souci. La proprioception, en fait, c'est la gestion de toutes les interactions conscientes et inconscientes avec notre environnement. Elles utilisent les informations des 5 sens, la proprioception, donc somesthésique, donc comment est positionné mes différents organes, et les informations vestibulaires. Et ça, ben, j'ai envie de dire, ça va avoir excusez-moi, je joue avec mon ordinateur. Ça va avoir 3 fonctions principales, hein, qui est le contrôle de la station debout, le contrôle des mouvements volontaires ou réflexes, et le développement moteur. Par exemple, ben, c'est comme l'enfant qui apprend à se tenir debout, l'enfant qui apprend à marcher. Ben, tout ça sont des tâches d'automatisation. C'est-à-dire que notre proprioception générale, avec les informations proprioceptives, les informations vestibulaires, les informations qui viennent de mes muscles, qui viennent des mouvements de mes bras, etc., tout cela ben, vont me permettre de développer ma motricité et vont me permettre d'automatiser. Notre cerveau, en fait, gère beaucoup d'informations et en fait, il essaie de nous apporter à la conscience ce qui lui paraît le plus probable. C'est-à-dire qu'il va avoir un certain nombre d'informations, il va nous dire c'est telle chose.
Et j'ai envie de dire, et les magiciens, par exemple, eux, ils ont cette capacité à venir jouer, à venir nous présenter des choses qui vont nous faire croire que, voilà, notre cerveau prédit quelque chose qui va être le plus probable. Et s'il considère que ça match, il va nous dire, voilà, c'est telle information. Alors, il y a un exemple qui est dramatique par rapport à ça, c'est au niveau des pilotes. Les pilotes avant naviguaient facilement à vue, d'accord. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a eu quand même pas mal d'accidents dans l'aviation qui étaient dus à des pilotes qui se retrouvaient dans une situation un petit peu exceptionnelle, donc perdus dans le brouillard, par exemple, alors qu'ils étaient en train de monter, de piquer, etc., faire des manœuvres un petit peu complexes de rotation, d'accélération, décélération. Et en fait, leur cerveau à un moment ou à un autre, se tromper et leur présenter quelque chose qui semblait correct au cerveau, mais qui était complètement inversé par rapport à la réalité. Et donc, ils prenaient des décisions qui étaient complètement erronées et qui entraînaient leur perte. Et c'est pour ça que certains instruments de navigation à l'aveugle ont été mis en place pour permettre, indépendamment des perceptions que perçoit le pilote, de voir que non, son horizon n'est pas tout ce qu'il pense et peut-être inversé, et donc s'adapter. Donc, notre cerveau vraiment a... attendez, voilà. Donc, la proprioception sert pour le contrôle du mouvement et l'automatisation du mouvement. Et c'est ce qui va nous intéresser, nous, dans les troubles des apprentissages, c'est cet aspect-là. Alors, comment est-ce qu'il contrôle soit il peut faire un contrôle après coup, donc c'est un contrôle rétroactif, je fais le mouvement, je fais mon contrôle, mais je prends toujours du retard, en fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait quand même énormément de mouvements, on n'arrête pas. Et imaginez, à chaque fois, si mon contrôle est toujours postérieur, donc un petit peu tardif, c'est peut-être pas si évident que ça d'avancer. Et donc, il y a eu une notion qui était proposée par Purkinje et qui a été démontrée relativement récemment. C'est la notion de copie déférence, c'est-à-dire que chaque fois que je lance une commande motrice, donc une impulsion neurologique au niveau d'un neuromoteur, en fait, j'envoie une copie de cette commande à mon cervelet. Et donc, mon cervelet, avant même que le mouvement soit réalisé, il sait déjà quel va être le mouvement. Et ça lui permet donc de prédire le mouvement et donc d'avoir un retour qui va être beaucoup plus rapide. Et si, j'ai envie de dire, le mouvement prévu correspond avec le mouvement prédit, c'est facile, je peux l'automatiser. J'ai fait une prédiction, ça correspond, et donc je vais pouvoir automatiser. Par contre, s'il y a une erreur, ça va être délicat. Et donc, cette capacité pour le cerveau à prédire, d'accord, est étudiée par notre capacité à imaginer un mouvement et à faire ce qu'on appelle de l'idéation motrice, et je reviendrai un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire, c'est imaginer dans ma tête que je vais faire un mouvement, mais ne pas le faire. Alors, la proprioception, normalement, ça me permet d'avoir des informations sur la tonicité de mes muscles, d'accord. Ça me permet d'avoir une intégration, alors là je parle de la proprioception qui fonctionne bien, d'avoir une intégration sensorielle, multisensorielle qui est adaptée, c'est-à-dire que je vais effectivement neutraliser les informations qui ne sont pas utiles à mon action, et ça va me permettre de me construire une référence dans l'espace qui soit à peu près correcte et qui ne se trompe pas trop. Et la dysproprioception, le syndrome de dysfonction proprioceptive, qui nous intéresse peut-être dans le cas de la dyslexie, qui a été décrit par Martin d'Acunha et da Silva, et avec un énorme travail depuis par Patrick Hercia et Alfredo Marino. C'est une triade, clinique qu'on retrouvera à chaque fois. C'est cette notion d'un tonus qui n'est pas adapté parce que mes muscles reçoivent des informations qui sont fausses et donc je vais avoir des contractures. Et c'était l'idée de départ de d'Acunha. D'Acunha s'occupait d'adultes ou d'enfants qui étaient des douloureux chroniques et avec souvent des contractions musculaires. Et l'idée d'Acunha, c'était la suite d'un raisonnement avec ses prédécesseurs. C'était de dire, la personne, quand elle est dans une position, par exemple, avec un peu de rotation, des contractions musculaires, pense peut-être être dans la position neutre. Et leur idée était de dire, mais si le muscle est contracté, c'est que le cerveau se trompe, parce qu'en fait, un muscle ne va pas se contracter seul. Il va se contracter s'il a un influx nerveux. Donc leur idée était de dire, le cerveau doit se tromper. Essayons de tromper le cerveau pour lui favoriser une position qui soit plus proche de la neutralité,
et voyons si ça libère les contractions. Et en fait, tout est parti là et ils ont mis en place un certain nombre de traitements pour essayer de leurrer le cerveau pour que la personne ait une position physiologique qui soit plus proche de la position naturelle et donc déclencher moins de contractions et donc moins douloureux. Alors ensuite, dans le syndrome de dysfonction proprioceptive, donc en premier, on a vu le tonus avec cette asymétrie tonique. On a des troubles de la localisation spatiale, d'accord, et on a des troubles perceptifs, c'est-à-dire des scotomes visuels ou autres, mais je vais vous détailler un petit peu plus ce que c'est. Et on va toujours avoir donc ces trois éléments. On n'a pas de syndrome de dysfonction proprioceptive si on n'a pas ces trois éléments. Je peux avoir des problèmes d'asymétrie tonique, mais qui ne sont pas forcément dus à un syndrome de dysfonction proprioceptive. Luc, tu peux peut-être expliquer ce que c'est qu'un scotome? Pardon, oui. Un scotome, c'est, par exemple, je vais regarder une image. Alors, on peut étudier ça avec l'œil, c'est ce qui est le plus facile. On va regarder une image et il y a un morceau d'image qui va pas s'imprimer sur ma rétine. Donc, en fait, j'ai un trou visuel, on appelle ça un scotome. Alors, je vais tout de suite vous montrer ce que c'est qu'un scotome, tout simplement. Alors, pour l'asymétrie tonique, je n'ai pas d'image à vous montrer, c'est vraiment au niveau musculaire, il y a un tonus plus important que l'autre. Mais par contre, je vais pouvoir vous montrer les deux autres pointes du triangle, qui sont d'abord les troubles perceptifs et ensuite les troubles de la localisation spatiale. Alors, les troubles perceptifs, c'est est-ce que je vais bien percevoir je prends toujours, là, l'action de l'enfant, ça va être de regarder un point lumineux à travers une baguette de Maddox. Donc en fait, lui, avec l'œil qui est derrière la baguette, l'enfant voit une ligne rouge. Donc son action, c'est de regarder la baguette de Maddox, la ligne rouge, et on va mettre des sons, d'accord, des sons vraiment de très faible intensité, pour, comment dire, là, excusez-moi, j'ai un petit souci. Hop. Voilà, je reviens à vous. On va l'avoir la baguette de Maddox, parce que du coup, ça parle peut-être pas à tout le monde. Hein. On va la voir à l'instant. D'accord. On va la voir à l'instant. J'ai juste eu un petit souci. Et donc, l'action de l'enfant, ça va être de regarder à travers cette baguette de Maddox et il va avoir une ligne rouge. Et c'est l'action. Donc, si je viens mettre un son, normalement, ce son ne doit pas venir perturber sa vue. D'accord ? Et vous allez voir que l'enfant, sa vue va être perturbée. Et c'est ce qu'on appelle un scotome. Donc, je vous montre. Alors, hop, voilà. Super. Donc, oui, on va faire une manipulation tout à l'heure. Donc, toi, tu progresses très fort. D'accord, c'est bien. Tu regardes le point lumineux. Est-ce que tu vois la ligne rouge? Oui. Est-ce qu'elle est en entière? Oui. Tu vois bien toute la ligne rouge? Oui. D'accord. Donc là, je vais faire ça. Est-ce qu'elle est toujours entière, la ligne rouge ou pas? Non. Il manque des morceaux? Oui. Les morceaux qui manquent, c'est vers moi ou c'est vers la porte? C'est vers toi. D'accord. Quand tu mets ta langue derrière les dents du haut, est-ce que les morceaux disparaissent encore ou pas? Non. Ok. Bon, je te remercie. Donc là, vous avez vu, alors c'est un son de très basse fréquence à 63 Hz, donc c'est vraiment un son qui est extrêmement faible et avec une intensité faible. Et on voit bien que cet enfant, dès que je mets ce son, ce son neutralise sa vue. Alors en fait, c'est un son qui fait bip, bip, alors c'est donc avec des trous. Et en fait, entre deux, la lumière, la ligne rouge et les morceaux qui disparaissent, et ensuite qui réapparaissent, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant dans ce que je vous ai montré là, c'est que j'ai demandé à l'enfant, alors je l'avais testé avant, c'est évident, mais j'ai demandé à l'enfant de venir mettre sa langue à un endroit où je sais que ça vient restabiliser le système. Et quand elle a mis sa langue en haut, en fait, le son n'avait plus ce pouvoir de neutraliser sa vue. Donc, on se retrouve vraiment avec une interaction entre la vue, l'audition et le toucher. Mais ce qui est encore plus sympa, c'est que ce trouble d'intégration multisensorielle qu'avait cet enfant, on est capable de venir peut-être le stabiliser, avec plus ou moins de facilité, mais on est capable de venir le stabiliser. Et donc là, il y a un très beau papier qui est sorti donc en 2020, qui montre, qui a été publié et qui montre vraiment que les enfants dyslexiques ont vraiment
tous des troubles d'intégration multisensorielle, alors que chez l'enfant dit normolecteur, en fait, c'est beaucoup moins fréquent, c'est plutôt de l'ordre de 20%. Donc vraiment, on n'est pas du tout dans la même proportion. Le deuxième trouble d'intégration multisensorielle que je voulais vous présenter, c'est la localisation dans l'espace. Alors, si vos enfants ont déjà été examinés, vous avez vu ce test-là. En fait, c'est l'enfant regarde toujours à travers une baguette de Maddox excusez-moi, je vais quand même mettre le pointeur. Il regarde à travers la baguette de Maddox un point lumineux et lui, il voit donc la ligne rouge avec un œil et avec l'autre œil, il voit le point lumineux. Et donc, il est capable de situer la ligne rouge par rapport à ce point lumineux. Est-ce que la ligne rouge reste dans ce point lumineux ou est-ce qu'elle est en bas ou est-ce qu'elle est en haut? En fait, c'est un test qui est utilisé très fréquemment en ophtalmologie, en orthoptie, pour voir si les deux yeux sont à la même hauteur ou pas. Nous, on l'utilise dans des conditions un peu différentes parce qu'en fait, on va créer des stimulations proprioceptives différentes. C'est-à-dire qu'on va... Alors, je vais vous montrer. Donc, on va... Alors, attendez. Hop. Donc, réalisation de test de Maddox, proprioceptif. Donc, en premier, le patient se tient avachi, d'accord? On met devant un de ses yeux un Maddox rouge, il voit donc la lumière et une ligne rouge. Et on demande au patient, par rapport à la lumière, où est la ligne rouge? Est-ce qu'elle est en haut de la lumière, à travers la lumière ou en bas de la lumière? Et pour répondre, éventuellement, on a un code en haut, à travers, en bas. Donc là, la ligne rouge est comment par rapport à la lumière? À travers. Et on fait les deux yeux. À travers. Ensuite, on change les informations proprioceptives, donc on demande au patient de se redresser et on lui demande ce qu'il voit. En haut, à travers, en bas. On laisse toujours un petit temps entre les deux yeux pour permettre à la vision binoculaire d'être mise en place. Et on observe et on note ce qu'indique le patient et là on voit qu'il est apparu une hypophorie au niveau de la langue. Est-ce que vous pouvez mettre la langue derrière la langue, derrière les dents du haut, la langue en haut derrière les dents du haut? On laisse toujours un petit temps. D'accord. Donc là, vous avez pu voir, en venant stimuler donc, le fait de se redresser, j'en vois plein d'informations au niveau, le fait que j'ai tous mes muscles du rachis qui ont travaillé pour me redresser, et ça a transformé l'information visuelle que voyait cette jeune femme. Le fait de venir mettre la langue derrière les dents du haut, etc. En fait, la localisation n'arrête pas de changer. On a 9 positions que l'on teste, d'accord? Et soit les réponses sont toujours constantes, donc on va avoir une orthophorie verticale stable, ou une hétérophorie verticale, c'est-à-dire que les deux yeux peuvent ne pas être à la même hauteur, mais à chaque fois, on va toujours avoir l'œil, par exemple, droit qui va être en bas et l'œil gauche qui est en haut, et quelle que soit la stimulation, ça ne va pas bouger. Donc, soit on a les réponses sont toujours équivalentes et on est dans un système stable, ou soit on va avoir une localisation qui varie une fois ou plusieurs fois lors de ces différentes stimulations. Alors, j'avais présenté une étude à la Softal, qui est la Société francophone des troubles des apprentissages et du langage, où j'avais testé 100 enfants, d'accord, entre 7 ans et 25 ans, que j'avais vu en consultation de médecine générale. Et sur les 100 enfants, en fait, on en avait 13 qui avaient une localisation qui variait. Alors, lors de l'étude, moi, j'en connaissais déjà 7 que j'avais déjà testés. Et puis 6, en fait, c'est des patients que je ne connaissais pas. Et en fait, sur les 13, donc 11 avaient une dyslexie ou une dysorthographie ou une dyspraxie ou une dysphasie. Et sur les 87 qui n'avaient pas le trouble de localisation, il y avait un ou deux enfants qui avaient des troubles des apprentissages, mais qui n'étaient pas spécifiques, mais sinon, il n'y avait pas de trouble spécifique des apprentissages. Donc, on avait un lien de corrélation entre cette labilité référentielle et les troubles spécifiques des apprentissages. Alors, ensuite, vous voyez, quand on a cette intégration qui dysfonctionne, hein, donc j'ai un trouble d'intégration multisensorielle, la question c'est comment est-ce que je peux prédire avec des informations aléatoires.
Et il y a une très belle étude qui a été faite par Alice Van Waal, qui avait fait le DU, où elle a testé donc la prédiction, l'idéation motrice, c'est cette capacité à imaginer un mouvement et de voir si ça correspond à un mouvement réel. Et donc, en premier, vous avez en haut donc, le groupe contrôle, et on voit que par rapport à un mouvement réel, le mouvement prédit est un petit peu différent, mais pas tellement. Et en bas, c'était donc des enfants dyslexiques. Ben, on voit qu'entre le mouvement prédit et le mouvement réel, en fait, il y a une différence qui est significative. Donc, ça veut dire que les enfants dyslexiques, d'accord, certes, ils ont des problèmes de lecture, mais ils ont aussi un problème de prédiction motrice, donc d'idéation motrice. Ce qui signifie pour nous, ce qui nous semble évident, c'est que, oui, c'est normal, comme ils ont des informations perceptives, sensorielles qui sont erronées, c'est très difficile de prédire quelque chose avec des informations erronées. Et donc, l'étape suivante, c'est donc très difficile d'automatiser ces fonctions, telles que la lecture. Comment automatiser une fonction avec des informations qui sont aléatoires et avec de mauvaises prédictions. Donc, c'est aussi vrai pour la marche, pour les praxies, donc les mouvements, la lecture, la parole, etc. Donc, les troubles spécifiques des apprentissages, après avoir vu les troubles d'intégration multisensorielle, donc très rapidement, mais ils ont toujours à peu près les mêmes caractéristiques. C'est un apprentissage qui va être... Alors, en fait, j'ai fait d'un côté, j'ai repris par rapport à la DSM-5, la DSM-5, donc les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, et l'autre côté, les troubles de l'acquisition, de la coordination. Donc, les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, ça va être la dyslexie, ça va être la dysphasie, ça va être la dyscalculie, et pour les troubles de l'acquisition, de la coordination, ça va être plus de la dyspraxie et la dysgraphie. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a une très grande comorbidité entre ces différents troubles. Dans certaines études, plus de 90% des dyspraxiques ont une comorbidité avec une dyslexie, une dysphasie, une dyscalculie. Ce qui fait que pouvoir faire des études sur les enfants qui présentent des troubles de dyspraxiques ou des troubles de l'acquisition, de la coordination, c'est très difficile parce que des purs, ça n'existe presque pas. D'accord ? L'élément essentiel à retenir, c'est que c'est la persistance. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils ont une difficulté, ils vont avoir une intervention, on va dire, pédagogique, ils vont avoir une intervention orthophonique, ils vont avoir une intervention ergo, etc., qui vont les aider, etc. Mais malgré cela, le trouble va persister, le trouble pathologique va persister. Et c'est vraiment cette notion-là qu'il faut retenir, c'est la persistance. Et tout cela, bien sûr, sans cause explicative à leur trouble. Donc, ce sont des troubles de l'automatisation. Alors, au niveau, comme ça, ce sont des troubles qui persistent, nous sommes, il faut l'avouer, quand même relativement impuissants. Alors, pour la dyslexie, là, j'ai regardé la semaine dernière, en 60 ans, il y a eu plus de 10 800 études qui ont été réalisées pour essayer de comprendre ce qui se passe. Comme on est impuissant, on essaye de comprendre. Et il y avait Becker qui avait repris sur une vingtaine d'années le nombre d'études qui avaient été faites. Et à l'époque, il y avait eu 3871 études qui avaient été faites en 25 ans, je crois, ou 20 ans. Et 3800 pour comprendre l'étiologie, pour comprendre la cause de la dyslexie, et uniquement 32 pour la prise en charge. On est vraiment en grande difficulté pour comprendre et donc mettre en place des prises en charge qui soient pour aider les enfants. Et donc, vous imaginez bien qu'avec 3800 études en 20 ans, ça fait beaucoup de théories, d'accord ? Et avec beaucoup d'approches différentes. Moi, je pense que toutes les théories, que ce soit les théories temporelles, la théorie manuocellulaire, la théorie phonologique, à chaque fois, elles apportent des éléments de connaissances sur les troubles des apprentissages. Je pense qu'elles ne peuvent pas s'exclure les unes des autres. À chaque fois, c'est une facette de la dyslexie qui est mise en évidence. Qui est mise en évidence. Donc voilà, j'étais très court sur les troubles spécifiques des apprentissages. De toute façon, je pense que si vous m'écoutez, c'est que vous devez les vivre un peu, donc vous savez aussi le vécu que cela représente. Ensuite, la prise en charge positive dans le traitement de la dyslexie. Alors, donc, le syndrome de dysfonction proprioceptive fut décrit par Martin da Cunha et Orlando da Silva.
et c'est eux qui ont mis en place les premiers éléments de prise en charge. Et ensuite, sa compréhension, j'ai envie de dire, et sa prise en charge fut vraiment complétée avec des avancées qui sont très impressionnantes par Patrick Hercia et Alfredo Marino. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir les accompagner pendant quelques années régulièrement, et j'y vais encore au mois de novembre, parce qu'ils ont toujours, tous les 3 mois, ils se retrouvaient soit en Italie, soit en France, pour voir leurs cas difficiles et pour essayer d'avancer. Et donc moi, j'avais la chance pendant plusieurs années de pouvoir venir, de pouvoir y aller quand Alfredo Marino venait en France. Et j'ai envie de dire, tous les 6 mois, je les voyais progresser. Hein. Aujourd'hui, le traitement proprioceptif est un traitement qui est relativement simple et complexe dans ses capacités de prise en charge. Et j'ai vu la plupart des avancées apparaître, et je les ai vus chercher, essayer de comprendre, vraiment avec une ouverture d'esprit très impressionnante. Donc j'ai eu vraiment cette chance-là. Alors il y avait un questionnaire. Donc, pour le traitement, on interroge d'abord le patient, et ce questionnaire a été complètement revu, et il a été simplifié, et on retrouve les 3 éléments. D'abord, en premier, les éléments toniques qui ont rapport avec les signes musculaires, d'accord, les éléments spatiaux, donc des signes sur la localisation dans l'espace, d'accord, et les éléments perceptifs sur mes difficultés à percevoir un certain nombre d'éléments. Et ça, ces éléments ont toujours existé, et on les retrouve aussi bien à l'interrogatoire, mais aussi bien à l'examen clinique. Et comme je le disais tout à l'heure, si on n'a pas ces 3 éléments-là, on n'est pas dans le cadre d'un syndrome de dysfonction proprioceptive, il doit y avoir quelque chose. Et on avait une bonne cinquantaine de questions par rapport à ces éléments. Et maintenant, on a rajouté, alors c'est listé déjà, mais on a conforté leur place sur des signes qui ont rapport avec le sommeil. Et vous voyez, c'est la plus grosse partie, il y a une quinzaine de questions par rapport à ça. Parce qu'on se rend compte que vraiment le sommeil, et Patrick vous en parlera donc la semaine prochaine, est vraiment quelque chose qui a sens, parce que voilà, il y a des troubles du sommeil, même si nous, on ne se rend pas compte en tant que parents. Alors, le traitement proprioceptif, excusez-moi, donc ce questionnaire permet vraiment de bien faire la part entre les normolecteurs, d'accord, en fonction du nombre de réponses, et les enfants dyslexiques. Alors, quand on a un enfant qui a, vous voyez, par exemple, 85 réponses positives, voilà, sur le questionnaire, il y a de fortes chances qu'il ait un syndrome de dysfonction proprioceptive et qu'il ait un problème de dyslexie, de dyspraxie ou autre. C'est vraiment corrélé, et avec une probabilité de se tromper qui est faible. Mais il y a les enfants qui ont un syndrome de dysfonction proprioceptive et qui n'ont pas de troubles spécifiques des apprentissages proprement dit. Alors, l'objectif du traitement, vous vous souvenez, avoir un tonus adapté, une localisation spatiale sensorielle stable, une intégration multisensorielle adaptée, et les enfants disent, c'est tout le contraire, ce n'est pas ce qu'ils ont. Et donc, l'objectif du traitement, c'est vraiment de passer d'un tonus anormal, de scotome perceptif et de troubles de location spatiale à quelque chose de stable. Alors, pour ce faire, on a, j'ai envie de dire, 4 axes principaux. On va tromper le cerveau. Vous avez vu le fait de venir mettre la langue, par exemple, derrière les dents du haut, tout à l'heure, avec l'enfant. Ça, c'est le rôle des alphes, d'accord, qui peuvent se mettre en haut, en bas, devant, prédominant droite, gauche, mais ça dépend vraiment de chaque enfant. Ensuite, on va aussi travailler, ces informations qui passent par la bouche passent par un nerf qu'on appelle le nerf trijumeau. Et ce nerf recueille aussi les informations des muscles oculomoteurs. Et c'est pour ça qu'en fait, on utilise des prismes. Ce sont des prismes actifs, c'est-à-dire des prismes extrêmement faibles qui agissent non pas en déplaçant l'œil pour permettre d'avoir une meilleure vision par rapport à la rétine, mais le fait de déplacer un tout petit peu l'œil ou à peine suffisamment pour modifier le tonus des muscles. Et c'est cette modification du tonus des muscles oculaires qui va donner des informations proprioceptives, donc un retour proprioceptif qui est différent, qui va provoquer une réaction réflexe qu'on va utiliser. Les 2 autres éléments, ça va être les semelles, d'accord, proprioceptifs, semelles de posture, et le 4e élément, en fait, il est double, ce sont des exercices qui comprend l'utilisation d'un pupitre, par exemple, et des exercices de respiration diaphragmatique, que ce soit assis, allongé, debout, et une position d'endormissement. L'objectif est vraiment de favoriser un sommeil
efficace et diminuer le nombre de micro-réveils que présentent les enfants 10 et qui viennent impacter leur mécanisme d'automatisation parce que ces micro-réveils surviennent pendant la phase de sommeil paradoxal et c'est pendant cette phase de sommeil paradoxal que les mécanismes d'automatisation, les processus d'automatisation se font. Alors, au niveau de l'efficacité de ce traitement, ce qui est important, c'est de le démontrer. Donc, il y a déjà eu quelques études. Les deux principales pour moi, c'est la première étude de Patrick Quercia, qui est une étude en double aveugle. Donc, c'est un niveau de preuve où on n'a pas de niveau de preuve plus élevé. Et elle a montré vraiment des effets significatifs. Au niveau, par exemple, du test de l'alouette, on a une amélioration du test de l'alouette de 67% chez les enfants qui ont été traités par rapport aux enfants placebo en aveugle. Les enfants ne savaient pas s'ils étaient traités ou pas traités. Avec des prismes, c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Et ceux qui avaient un traitement placebo, ils ont amélioré leur test de l'alouette de 8%. Cette étude a été très mal reçue par la communauté scientifique. Je pense parce que la communauté n'était pas vraiment prête à l'époque. À l'époque, il y avait vraiment toutes les notions par rapport aux troubles phonologiques qui étaient vraiment prédominants. Et j'ai envie de dire, depuis 2013, cette approche phonologique a été un petit peu remise en cause par le travail de Botts, qui a montré que en fait, les centres de conscience phonologique étaient vraiment performants, n'avaient pas de soucis, mais ils avaient des difficultés à atteindre des informations leur permettant de fonctionner correctement. Et donc, je pense que depuis le travail de Botts, ça rend les travaux de Patrick Quercia beaucoup plus audibles et va rendre les travaux que l'on est en train de faire actuellement beaucoup plus audibles et perceptibles. Ensuite, il y a une deuxième étude qu'a fait aussi Patrick Quercia et Alfredo Marino. Et là, ils ont testé des enfants. Là, ce n'était pas une étude en aveugle, c'était ni même une étude randomisée. Ils ont tout simplement mis en place un traitement, testé des enfants avec un test de Timet 3, et ils ont mis en place le traitement et regardé à 3 mois comment avait évolué l'enfant. Et ils ont regardé aussi l'évolution en fonction de savoir si l'enfant était stabilisé au niveau de la localisation spatiale ou pas. Les enfants qui avaient une localisation spatiale stabilisée avaient gagné 6,48 mois d'âge de lecture. Alors, il faut savoir qu'un enfant dyslexique gagne à peu près 2 mois d'âge de lecture en moyenne par an, 2 à 4 mois. Un enfant normolecteur, lui, il gagne 12 mois d'âge de lecture par an. Ce qui fait qu'un enfant dyslexique va progresser, mais c'est une progression relative. Il va perdre par rapport aux autres enfants, mais lui, il va quand même progresser. Et les enfants qui n'étaient pas équilibrés, qui avaient une labilité référentielle qui persistait, eux, ils avaient perdu 2,8 mois d'âge de lecture. Ce qui fait qu'entre les enfants en 3 mois qui étaient soit stabilisés ou soit pas stabilisés au niveau de la localisation spatiale, les différences étaient quand même de 9 mois d'âge de lecture. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Mais c'est une étude qui n'a pas été publiée en dehors d'un congrès. Et ça serait vraiment sympa de pouvoir la faire. Alors là, c'est la troisième étude dont je vais vous parler. L'objectif de cette étude, c'était de confirmer les résultats de Patrick Quercia. Alors, faire une étude en double aveugle, là, j'avoue que je n'avais pas trop la possibilité. Mais par contre, j'avais un avantage peut-être, c'était, l'avantage, je vous le dirai après. En fait, notre hypothèse, c'était de confirmer que le traitement progressif améliore la lecture des enfants dyslexiques. Notre deuxième hypothèse, c'était confirmer que ce traitement améliorait aussi les troubles d'intégration multisensorielle, parce que il faut le démontrer, et montrer que ces améliorations étaient corrélées. Alors, pour cette étude, on a eu un petit problème méthodologique, que voulez-vous? On avait prévu 3 groupes. On avait prévu un groupe avec des enfants qui avaient une prise en charge proprioceptive seule, un groupe avec une prise en charge orthophonique seule et un groupe avec une prise en charge proprioceptive et orthophonique, parce que moi, je suis persuadé que le traitement proprioceptif va potentialiser, va améliorer le traitement orthophonique. Mais malheureusement, on n'a pas le recrutement, recruter des enfants qui avaient arrêté l'orthophonie, des enfants qui continuaient l'orthophonie. Et pour le groupe proprioceptif, il fallait des enfants qui avaient arrêté l'orthophonie et qui, par tirage au sort, faisaient soit proprioception seule ou soit proprioception et orthophonie. Le recrutement se faisait par les orthophonistes et je pense qu'en fait, les orthophonistes ont peut-être été en difficulté pour recruter les enfants qui avaient arrêté l'orthophonie.
hein, c'est mon impression. Je pense que ça n'a pas été si facile que ça de recontacter les enfants qui avaient arrêté l'orthophonie. Et en fait, au bout de 9 mois, on avait bien recruté au niveau orthophonie, et proprioception, mais on n'avait recruté qu'un seul enfant au niveau proprioception. Donc, on a décidé de supprimer le groupe proprioception seul et on a constitué un groupe contrôle d'enfants du même âge à 9 mois. Donc, on a inclus 33 enfants et les critères d'inclusion, c'était bien sûr des enfants dyslexiques qui avaient au moins 2 ans de retard ou 2 écarts-types et qui avaient bénéficié d'au moins 2 ans d'orthophonie. Et on a fait des évaluations assez poussées. On a fait des évaluations au niveau de l'intégration multisensorielle avec la recherche de scotome visuel, la recherche de troubles de la localisation spatiale. On a fait une évaluation de la lecture classique avec le test de l'Alouette, et le critère principal était l'indice C. Donc l'indice C, c'est le nombre de mots correctement lus par l'enfant en 3 minutes. Et surtout, et c'était ce que je voulais vous évoquer, notre peut-être force dans notre étude, on a fait une évaluation de la lecture silencieuse. Alors pour faire ça, en fait, on évalue, on mesure le mouvement oculaire des yeux de l'enfant pendant la lecture grâce à un oculomètre, hein, donc c'est un dispositif très précis. Ça nous évite une chose, ça évite le biais de la parole. C'est-à-dire que quand on évalue la lecture orale, en fait, l'enfant doit parler. Donc, s'il a des difficultés articulatoires, ça va perturber sa lecture. Par contre, en lecture silencieuse, il n'y a que les yeux qui bougent. L'enfant n'a pas besoin de parler. Donc, on évite éventuellement ce biais du langage oral. Alors, la lecture, l'analyse des mouvements oculaires lors de la lecture permet aussi d'avoir des données vraiment très objectives sur l'accès lexical. Alors, l'accès lexical, c'est le temps que je vais mettre pour reconnaître le mot. D'accord ? Et en fait, pour avoir l'accès lexical, utilise les 2 voix. Vous avez peut-être déjà entendu parler, soit la voix visuelle, c'est-à-dire que c'est un mot, je le reconnais dans son entièreté visuellement, donc c'est dans ma bibliothèque lexicale, le mot je connais, je le reconnais, donc c'est l'accès lexical, la voix directe. Et l'autre accès lexical, c'est par la voix phonologique, c'est-à-dire que le mot, en fait, je ne le connais pas, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque lexicale, et par l'association phonologique, je vais recréer le mot, d'accord ? Je vais créer un mot, et c'est ce qu'on appelle la voix phonologique. Et l'accès lexical, en fait, étudie donc la voix lexicale directe et la voix phonologique indirecte. Elle permet aussi, cette lecture silencieuse, l'analyse des mouvements oculaires, de mesurer l'effet de fréquence des mots. Un mot que vous lisez fréquemment, vous allez le lire beaucoup plus rapidement, ça va être rapide. Un mot que vous lisez, que vous voyez rarement, vous allez mettre un petit peu plus de temps. Et ça, chez tout le monde, normolecteur ou pas. Mais là, chez les enfants dyslexiques, on a la même chose, mais sauf que c'est vraiment beaucoup plus important. Un mot qu'il ne connaît pas, parfois, il peut s'arrêter parce qu'il va mettre 1 seconde, 1 seconde et demie, 2 secondes à le lire, alors qu'un mot qu'il connaîtrait mettrait 300 millisecondes à le lire. Et ça nous permet aussi de mesurer la taille des saccades, c'est-à-dire que pendant la lecture, je déplace mon œil et à chaque fois, hop, mon œil saute. Et ce sont des saccades. Et en fait, la lecture de l'enfant dyslexique, les saccades sont vraiment très courtes. Donc, par rapport à cette étude, donc on a évalué les enfants à 9 mois, au point de départ, en baseline, et ensuite on les a évalués à 9 mois. Donc, on a mesuré donc, les troubles d'intégration multisensorielle, et on a regardé à 9 mois. Donc, à 9 mois, en fait, on a une amélioration uniquement pour les enfants qui ont eu une prise en charge proprioceptive. Les enfants qui ont eu un suivi orthophonique seul n'ont aucune amélioration au niveau des troubles d'intégration multisensorielle. Le tonus avec le traitement proprioceptif est amélioré dans 100% des cas. La localisation spatiale, 70% avaient au bout de 9 mois une localisation spatiale qui était stabilisée. Donc, ils étaient passés en orthophorie verticale avec une valeur statistique importante. Et au niveau des pseudoscotomes, donc c'est scotome perceptif, le fait d'avoir des morceaux visuels qui disparaissent quand il y a un son, 50% ne présentaient plus de scotome, et avec un effet vraiment important. Donc, on a vraiment au niveau de troubles d'intégration multisensorielle, oui, le traitement proprioceptif améliore. C'était bien, c'est démontré, c'est une bonne chose. Donc, les données sensorielles deviennent beaucoup moins aléatoires. Donc, je vais peut-être mieux prédire. Ensuite, au niveau... Alors, c'est la seule diapo qui est en anglais, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de la traduire. Donc, ce travail, oui, je le précise, j'ai pu le présenter à l'International Congress of Psychology. En fait, c'est un congrès qui a lieu tous les 4 ans. Il y a des congrès nationaux de psychologie et tous les 4 ans, il y a un grand congrès international. Donc, il y a eu 9500 soumissions, d'accord, et on a eu la chance d'être accepté en communication orale.
Voilà, parce que je pense que notre travail est relativement intéressant et solide. Au bout de 9 mois, donc vous avez en orange les enfants qui ont une prise en charge orthophonique seule. Là, on parle en écart type. Donc, on fait référence à l'âge de l'enfant. D'accord? Donc, par rapport à l'âge de l'enfant, au bout de 9 mois, l'enfant, par rapport aux enfants du même âge, en fait, il perd. Mais je vous l'avais déjà expliqué. Un enfant dyslexique gagne 2 mois, 3 mois d'âge de lecture en 1 an. Les autres enfants gagnent 12 mois. Ce qui veut dire que l'écart se creuse. Et là, malheureusement, on en a la confirmation. Il n'y aurait pas eu de traitement orthophonique, si ça tombe, l'écart aurait été beaucoup plus important. Mais là, on n'a pas pu le chercher. Et en cas d'ajout de la prise en charge proprioceptive, on voit que non seulement on ne perd pas, mais en plus de ça, on a un gain par rapport au groupe qui n'a pas eu d'ajout de la prise en charge proprioceptive. Donc le gain est quand même de 2 écarts types, en 9 mois, avec une taille d'effet, donc ça c'est une valeur statistique qui est à 1. Alors il faut savoir qu'en médecine, si on a une taille d'effet qui est en dessous de 8, certains auteurs disent qu'il ne faut pas publier. Il ne faudrait pas que les essais cliniques qui ne montrent pas d'effet inférieur à 0,8 soient publiés. Nous, on a une taille d'effet qui est très importante, elle est à 1, en fait, à peu de choses près. En moyenne, dans les interventions sur la dyslexie, les tailles d'effet est à 0,37, ce qui est vraiment peu, et ce qui est de l'ordre un petit peu de l'effet placebo. Ensuite, la deuxième chose qu'on a fait, c'est l'évaluation de la lecture silencieuse, donc de la durée de regard. Donc, l'accès lexical, c'est le temps pour l'œil, quand il se pose sur le mot, pour reconnaître le mot. Et vous voyez, donc les deux groupes, alors speech, c'est orthophonie, et proprioceptive et speech, c'est orthophonie et proprioception en bleu. Vous voyez, par rapport au point de départ, les deux groupes, vraiment, sont très différents du groupe contrôle. Et à 9 mois, le groupe orthophonique seul reste différent du groupe orthophonie et proprioception et reste différent du groupe contrôle et est devenu différent du groupe orthophonie et proprioception, et il n'y a plus de différence entre le groupe orthophonie et proprioception et le groupe contrôle. Donc on a vraiment une normalisation, on a normalisé cet accès lexical. Alors ensuite, on a aussi évalué ce que je vous avais dit, c'est l'effet de fréquence des mots. En fait, on se retrouve avec le même schéma. Au point de départ, il n'y a pas de différence entre les deux groupes d'enfants dyslexiques qui aient une prise en charge orthophonique seule ou orthophonique et proprioceptive, que ce soit pour les mots de basse fréquence ou les mots de haute fréquence. Vous voyez, les mots de basse fréquence, il faut quand même beaucoup plus de temps pour l'enfant, pour les enfants dyslexiques, pour le lire. C'est près de 2 fois plus de temps que le groupe contrôle. Et par contre, pour les mots de haute fréquence, on a une différence qui est quand même un petit peu moins importante. Et à 9 mois, j'ai envie de dire, on a vraiment la différence qui persiste entre le groupe orthophonique seul et le groupe contrôle. Et c'est une différence qui est vraiment très peu significative. On est marginalement significatif. Par contre, ça c'est pour les basses fréquences. Par contre, pour les hautes fréquences, ça persiste. Donc pour les groupes, et il n'y a plus de différence entre le groupe orthophonique et proprioception et le groupe contrôle. Donc on se retrouve aussi à avoir normalisé chez les enfants dyslexiques cet effet de fréquence. Et en dernier, donc la taille des saccades. Alors le groupe contrôle, vous voyez, ils ont des saccades qui font, c'est en degrés d'angle, qui font 3,4 degrés. Et vous voyez, les deux groupes d'enfants dyslexiques ont des saccades qui sont inférieures à 3. Et à 9 mois, il n'y a plus de différence en cas d'ajout de la prise en charge proprioceptive et les enfants qui ont une prise en charge orthophonique seule. En fait, il n'y a pas d'amélioration. Donc, on se retrouve aussi à avoir normalisé la taille des saccades des enfants. Alors, ensuite, le troisième élément qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'il y avait une corrélation entre la lecture orale et les troubles d'intégration multisensorielle. Parce que si on pense qu'on peut améliorer, on doit retrouver une corrélation, et on retrouve une corrélation effectivement entre la présence d'une difficulté à lire et la labilité et le trouble de la localisation spatiale. Même chose pour les scotomes. Alors cette différence, cette corrélation n'est pas très forte, elle est faible, mais elle existe, et puis elle a une valeur statistique qui est quand même assez importante. Alors c'est quand même avec peu d'enfants que cet effet. Entre les troubles d'intégration multisensorielle, entre les scotomes et la localisation spatiale, là on a une corrélation qui est vraiment très forte. Et entre les tests de lecture orale et lecture silencieuse,
mais on retrouve des corrélations qui sont quand même plus ou moins fortes. 0,7, c'est quand même une corrélation assez élevée. Donc, nous avons confirmé en fait nos 3 hypothèses qui étaient: est-ce que le traitement proprioceptif améliore la lecture des enfants? Ben oui, et on l'a confirmé de façon très solide. Est-ce que ça améliore les troubles d'intégration multisensorielle? Oui, aussi. Et est-ce que c'est corrélé? Oui. Alors, donc en fait, on a confirmé dans cette étude le travail précédent de Patrick Kersia, mais là, on l'a confirmé certes sur la lecture orale, mais on l'a aussi confirmé sur la lecture silencieuse. On a démontré que tous les enfants présentaient donc des troubles d'intégration multisensorielle, et ce qu'on montre en fait avec l'accès lexical et l'effet de fréquence, le fait de le normaliser, ça montre que le processus phonologique altéré que sont l'accès lexical et l'effet de fréquence sont bien secondaires à quelque chose d'autre, et là dans le cas présent un trouble d'intégration multisensorielle. Ça ne s'améliore qu'en cas d'amélioration des troubles d'intégration multisensorielle. La normalisation des saccades, de la taille des saccades, j'ai envie de dire, pour pouvoir avoir une saccade longue, je dois avoir des informations, parce qu'en fait, une saccade, c'est quoi? J'ai des informations, un peu comme un tirailleur, c'est un peu comme un coup de canon, un obus que j'envoie. Une fois que j'ai lancé la saccade, je ne peux plus la corriger, en fait. Elle est lancée. Donc, pouvoir la lancer et atteindre ma cible, il faut que j'ai de bonnes informations, il faut que j'ai de bonnes données. Le fait d'avoir amélioré la longueur des saccades, ça veut dire que j'ai amélioré la qualité des informations utilisées par mon cerveau pour prédire le mouvement de la saccade. La saccade, c'est vraiment un mouvement prédit. Et donc, je n'ai pas besoin de correction secondaire, donc je fais de plus en plus de saccades qui sont plus longues et plus efficaces. Les limitations, parce que cette étude, elle est quand même très sympa, mais elle a quand même quelques limites. Alors, le déséquilibre d'intervention, qui initialement ne devait pas être, mais on s'est retrouvé avec ce déséquilibre. Donc, on pourrait peut-être dire, comme les 2 interventions, d'un côté, il y a une intervention orthophonique, de l'autre côté, il y a 2 interventions orthophoniques et proprioceptives, on a peut-être un effet placebo. Et c'est une bonne question. Alors, a priori, non, parce qu'on a vraiment une taille d'effet qui est très forte, à 1, et dans les autres études, en fait, on a une taille d'effet qui est à 0,3, 0,7. Donc, on aurait eu un effet placebo, on aurait peut-être atteint les 0,3, 0,7, et encore, mais on ne pourrait pas atteindre 1. Donc, ça permet vraiment oui, certes, on a un déséquilibre, mais quand même, c'est solide. La deuxième chose, ça va être, oh là là, 9, 10 enfants, c'est vraiment un petit échantillon. Donc non, ça n'a pas beaucoup de valeur. Alors en fait, la taille de l'échantillon a été calculée par rapport à la puissance de l'étude. Donc on a fait une puissance d'étude à 0,9, donc ça veut dire que c'est une étude avec une puissance statistique très forte. En fait, on a besoin de grands échantillons quand on a une puissance d'étude qui est très faible, quand on a un petit effet. Par exemple, quand on a un effet à 0,3, 0,4, on a besoin d'avoir 500 000 enfants pour montrer l'effet. Quand on a un effet massif, on a besoin de très peu d'enfants. Donc, en fait, le fait de dire la petitesse de l'échantillon vraiment fait que l'étude n'est pas valable, non, c'est une erreur. Au contraire, si on est capable de montrer ça avec si peu d'enfants, ça veut dire qu'on a vraiment un effet qui est massif de l'intervention proprioceptive. Ensuite, une autre limite, il y en a d'autres, je vous en ai mis 3. Une autre limite, c'est vraiment qu'en fait, on a testé la prise en charge globale du traitement proprioceptif, mais on n'a pas testé l'apport de chaque axe. Quel est l'apport des prismes? Quel est l'apport de l'utilisation de cette stimulation buccale par les alphes? Quel est l'apport du sommeil? Et ça, c'est vraiment une limite. Et une dernière limite, c'est que je n'ai pas noté, c'est peut-être que le traitement proprioceptif seul, sans la prise en charge orthophonique, ne fonctionne pas. Ça, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas testé. Donc, en conclusion, voilà, ces résultats, bien sûr, doivent être reproduits. En conclusion de l'étude, il faut former des soignants, d'accord? Parce que là, on montre quelque chose qui est très solide. Et il est temps de former des soignants pour que les enfants soient pris en charge. On a quand même deux études de niveau A, donc c'est le plus haut niveau de preuve, que ce soit l'étude de Patrick Kersia en double aveugle et cette étude qui est une étude qui est randomisée, contrôlée, longitudinale, prospective. Donc on a vraiment là 2 études avec des niveaux de preuve qui sont très élevés. Alors, et je pose la question, j'ai envie de dire qu'une fois que le diagnostic est posé de la dyslexie, je pense qu'avant de continuer la prise en charge orthophonique, il faudrait que les enfants puissent bénéficier d'une prise en charge proprioceptive pour rendre vraiment la prise en charge orthophonique très efficace.
Mais là, on n'a pas non plus démontré l'aspect synergique entre la prise en charge orthophonique et proprioceptive, mais moi, j'y crois, moi, c'est mon constat, quoi. C'est vraiment les deux associés. Ça fait vraiment quelque chose qui est, pour l'enfant, très sympa. Alors attention, ces résultats-là, ils sont très beaux, mais tout ça sont des moyennes calculées. C'est-à-dire que dans le groupe enfants orthophoniques seuls, on a quelques-uns qui ont vraiment bien progressé, 1, 2, 3 écarts types. Dans le groupe orthophonie et proprioception, ben, il y en a qui ont régressé, -1, -2, -3 écarts types. Mais la moyenne de chaque groupe montre que le fait d'avoir ajouté la prise en charge proprioceptive, ben, en moyenne, c'est bon. Mais individuellement, pour un enfant, ben, ça peut ne pas être bon. D'accord. Alors ensuite, le traitement proprioceptif dure 4 ans. Là, on n'a que 9 mois de prise en charge. Et puis, ben voilà, ben au début, on arrive à régler les enfants, et puis parfois, on n'y arrive pas. Et parfois, il faut 1 an et demi, 2 ans pour réussir à régler les enfants. Donc, si vous avez des enfants où ben, ça ne démarre pas trop, ben, il faut persévérer. Hein. Il ne faut pas avoir peur de retourner voir le soignement pour ben, voir si tout est correctement stabilisé ou pas. Et puis, j'ai envie de dire, et le sommeil. Je pense que le sommeil, c'est vraiment un élément clé qui est vraiment très important. Donc, pour conclure mon intervention, en fait, c'est comment automatiser la lecture avec des données perceptives, hein, aléatoires. Je pense que ce n'est pas possible. Si j'ai des données aléatoires, je vais prédire des choses qui sont complètement erronées, ça ne va pas matcher, et ainsi de suite. D'accord. Donc, je pense que là, on approche quelque chose qui va nous permettre de comprendre la dyslexie, la dyspraxie et ces pathologies-là, et d'intervenir de façon assez efficace. J'ai une suggestion à vous faire. Si jamais vous avez des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, avant la prochaine conférence de Patrick Garcia, la semaine prochaine, si vous pouviez regarder vos enfants dormir en fin de nuit, entre par exemple 5h et 7h du matin, alors c'est peut-être pas l'idéal de se lever à 5h, mais si vous pouvez mettre un caméscope, quelque chose pour les observer, n'ayez pas peur. Ça pourrait être intéressant, ça vous permettrait peut-être de voir certaines choses, pas toujours, mais ça peut être intéressant. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci Luc. Attends, oui, si j'ai bien mis le son. Donc voilà, si vous avez des questions. Est-ce que vous pouvez... Alors, oui, vas-y, Sigrid. Oui. Donc tout à l'heure, on avait une question. Le traitement proprioceptif est-il réservé aux enfants dyslexiques ou peut-il être proposé aux enfants dyspraxiques? Alors, oui, il peut, pour moi, hein, il peut vraiment être proposé aux enfants dyspraxiques. En fait, moi, quand je vois un enfant, si je ne sais pas pourquoi il vient et que je l'examine, je vais retrouver un syndrome de dysfonction proprioceptive et je ne vais pas être capable de dire s'il va être dyspraxique, dyscalculique. D'accord. Quand je vois des enfants dyspraxiques ou dyslexiques, en fait, j'ai vraiment le même syndrome, avec parfois des particularités en fonction des enfants, mais on a vraiment la même chose. L'expérience que je vous ai montrée sur l'idéation motrice, hein, d'accord. En fait, c'est quelque chose qui existe, qui est très connu chez le dyspraxique. Le dyspraxique, vraiment, il y a énormément d'études qui montrent qu'ils ont des troubles d'idéation motrice, donc des troubles de prédiction, d'accord. Par contre, chez le dyslexique, ça n'avait jamais été montré. Oui, le dyslexique, c'était avant un problème phonologique, donc pourquoi aller tester l'idéation motrice? Et donc là, vous voyez, c'est une étude qui est très importante parce qu'elle montre que l'enfant dyslexique a un problème d'idéation motrice comme le dyspraxique. Donc pour moi, oui, mais il n'y a pas d'étude encore qui a montré l'efficacité de la prise en charge proprioceptive sur la dyspraxie. Mais j'ai envie de dire, c'est comme là sur la dyslexie au quotidien en clinique, on se rend bien compte que ça aide, avec parfois plus ou moins de succès. Pour la dyspraxie, moi je me rends compte que oui, ça aide, avec aussi plus ou moins de succès. Oui, d'ailleurs, moi je vais parler de mon expérience, puisque mon fils Marc n'était pas du tout dyslexique, par contre, il est dyspraxique certainement, et voilà, ça a changé sa vie. Hein, donc voilà, ça marche aussi chez les dyspraxiques. Et pour en revenir au fait de la stabilisation du traitement, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, moi, Marc, ça a mis 4 ans pour se stabiliser. Donc, il faut vraiment de la patience. Hein. Il y a des enfants pour qui ça marche
de manière régulière. Et mon fils, moi, c'était plutôt en dents de scie. Et parfois, c'était très décourageant de voir revenir tous les symptômes. Et il a vraiment fallu s'accrocher, tenir le coup. Et puis, au bout de 4 ans, ça s'est stabilisé. Puis là, il s'est mis à progresser. Et aujourd'hui, voilà, il est rentré à lutter. Et pour moi, il est normal, quoi. Il est revenu à la norme, quoi. Enfin, c'est vraiment… Par rapport à ça, moi j'ai un enfant, alors c'est anecdotique, mais c'est un signe, hein, dysphasique. Donc j'ai commencé à prendre très tôt, vers 4 ans et demi, 5 ans, si mes souvenirs sont bons. Et la chance a fait que tout de suite, vraiment, il y a eu un effet vachement intéressant. Mais 6 mois, 7 mois après, les dents ont commencé à tomber. Ouais, ben, Et alors là, ça. chaque fois qu'une dent tombait, chaque fois qu'une dent repoussait, ça partait dans tous les sens. Et avec l'enfant qui se mettait à plus savoir parler. Alors parfois, j'arrivais moi à le régler, puis là, il se remettait à parler un peu. Parfois, je n'y arrivais pas. On t'entend plus, Luc. Vous voyez, puis de temps en temps, il y avait une dent qui poussait, qui stabilisait tout. Et hop, pardon. Et là, vous m'entendez mieux? Oui, c'est revenu. Oui. Et parfois, une dent poussée, puis c'est elle qui stabilisait l'ensemble. Donc vraiment, voilà, on a des enfants où on doit les voir très, très souvent. Mais on a eu cette chance pour cet enfant, c'est que le premier traitement, vraiment, les parents ont vu que voilà, ça changeait les choses. Mais parfois, le premier traitement, on ne voit pas forcément les choses. Et il ne faut pas, j'ai envie de dire, il faut pas avoir peur de persévérer. Ah ouais, il ne faut pas se décourager. Et pour en revenir aux dents qui tombent, nous aussi, Marc, c'était flagrant. Et à l'époque, Patrick, c'était au début où il découvrait tout ça. Et quand je lui avais dit, oui, chaque fois qu'il tombe, il a une dent qui tombe, il m'avait dit, ah non. Et puis finalement, oui, c'était bien ça. Hein, c'était voilà, à chaque fois qu'il avait une dent qui tombe, c'était la bérésina, tout repartait, quoi. Puis quand la dent avait repoussé, pof, ça revenait. Et alors, pour l'anecdote, moi je pense, mais il faudrait le tester, mais malheureusement, ça serait un peu compliqué. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de lecture quand ils sont petits, et la maîtresse dit, oh, c'est un problème de maturité. Et puis, hop, d'un seul coup, l'enfant se met à lire. Mais en fait, les dents ont poussé, quoi. Ah oui. Et il a stabilisé le système. Et un autre moment où ça vient stabiliser aussi, c'est par exemple au moment de l'adolescence, les garçons qui prennent 15 cm, la mâchoire, etc., ils stabilisent. Ou un traitement parfois orthoptique ou un traitement orthodontiste peut aussi parfois stabiliser. Alors, chez certains enfants, ça va être stable, d'autres, ça ne va pas être stable. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre peut-être d'aider, de stabiliser. Voilà, nous, on commence à comprendre comment ça fonctionne, à avoir des pistes pour favoriser la chose, mais parfois, ça peut être d'autres éléments qui vont aider. Il y a une autre question. Luc, on te demande de rappeler les grandes lignes du traitement, s'il te plaît. Alors, les grandes lignes du traitement, oui, c'est une bonne question. Donc, d'abord, c'est tromper le cerveau avec un objectif qui est de stabiliser, d'accord, ces informations. Pour moi, dans ma pratique, je vois l'enfant une première fois, je fais un contrôle 3 mois après, d'accord, parce que si je lui mets des AF, si je lui mets des prises, m'assurer que ce que j'ai prescrit fonctionne bien, d'accord. Et si ça va bien, je le revois au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, quoi. Vraiment, si ça va bien, je n'ai pas besoin de le revoir. Mais par contre, il y a certains cas, je vais avoir un enfant, voilà, on sait par exemple, on vient agir plus d'un côté que de l'autre, plus à gauche ou plus à droite. On sait que quand on agit plus à droite, ça va rebasculer à gauche. Donc celui-là, je sais que je vais devoir le revoir à un moment ou à un autre. Et puis il y a des enfants qu'on n'arrive pas à stabiliser, là, je vais le revoir au bout de 6 mois. Ou parfois, ça va être, s'il va bien, je ne le revois pas. Si ça ne va pas mieux, je le revois, quoi. Donc, et c'est un traitement qui dure 4 ans. Et au bout de 4 ans, souvent le système est complètement stabilisé et on peut retirer les prismes, éventuellement les alphes. En moyenne, 4 ans, parce que moi, voilà, c'était 7 ans pour retirer les prismes, et puis il a encore bien besoin de ses alphes et de ses semelles. Hein, donc, en moyenne. Tout ça voilà. sont les mêmes. Tout à fait. Parfois, avec certains enfants, alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est plutôt pour les dyslexiques dites de surface, quoi, d'ISTI. Sigrid, si je dis une bêtise, excuse-moi. En fait, ce sont les enfants qui lisent bien, qui ont une lecture, on va dire, au kilomètre, mais qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils lisent. D'accord. Et parfois, ces enfants-là, en fait, on a vraiment une stabilisation très rapide, de l'ordre de 9 mois à 1 an. Et quand c'est stabilisé, en fait, ils retournent complètement en arrière, c'est-à-dire que les prismes les déstabilisent. Donc, vous avez un enfant qui, paf, démarre, se met à dévorer des bouquins, puis d'un seul coup, tac, il n'y plus. Et en fait, parce qu'il est équilibré, et là, il faut absolument retirer les prises, parce que là, on ne l'aide plus, au contraire. Mais tout ça sont des anecdotes. Mais bon. Alors, la personne qui demandait les grandes lignes, est-ce qu'elle voulait les prismes, enfin, est-ce que ça répond à sa question ou…
On dit En, pas. en fait, le traitement, vraiment les axes principaux du traitement, ça va être donc les prismes, d'accord? Sachant que, en cas de dyslexie, on ne peut pas s'en passer. Dans l'étude, on montre bien que les enfants qui sont stabilisés ou pas stabilisés au niveau de la localisation spatiale, s'ils sont stabilisés, ils progressent. S'ils ne sont pas stabilisés, On t'entend plus. voilà. Au niveau de l'étude, je disais, on voit bien que les prises, c'est indispensable parce que les enfants qui sont stabilisés, on voit une progression. Les enfants qui ne sont pas stabilisés alors qu'ils ont des prismes ne progressent pas ou vraiment, ils régressent même. Quoi, ils régressent? Bon, par rapport à leur âge, hein, attention, ils ne régressent pas, hein, mais ils gagnent moins qu'ils ne devraient gagner par rapport s'ils étaient normolecteurs. Donc vraiment, le premier axe, c'est les prismes. Les semelles, elles sont vraiment importantes. Elles permettent vraiment de recentrer la position de l'enfant et de l'ouvrir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et l'axe principal, c'est vraiment le sommeil, la respiration diaphragmatique, la position d'endormissement. Après, les alphes, oui, ça peut parfois être important, mais c'est peut-être pas l'élément, pour moi, c'est pas l'élément essentiel. Alors, moi, personnellement, chez les posés, donc je n'hésite pas à en mettre, hein, j'en mets quand même beaucoup, je vais être honnête, mais ils ne sont pas indispensables. Mais comment vous définissez, par exemple, où poser les alphes? Alors c'est vraiment l'examen clinique de l'enfant. Alors, on va tester. Donc là, vous avez vu sur la vidéo, j'ai fait mettre l'enfant la langue en haut. D'accord? En fait, on a trois positions. On teste en gros trois positions. Langue en haut, lèvres serrées, langue en bas. Tout simplement, au niveau de la symétrie tonique, donc quand on teste la symétrie tonique, donc on se retrouve, on tord les jambes, les membres inférieurs, donc c'est au niveau des pieds. Je vais mettre un peu plus haut, comme ça. On tord les pieds. Et la symétrie tonique, on va avoir un pied qui va aller plus loin que l'autre. D'accord? Et ça, c'est d'origine cérébrale. En fait, ce n'est pas les hanches qui posent problème. Comme moi, je teste, je m'assure que ce ne soit pas les hanches qui posent problème. Donc, c'est vraiment d'origine cérébrale. Et en fonction de la position de la langue, soit l'enfant va rester comme ça, en haut, par exemple. L'enfant de tout à l'heure, quand il mettait sa langue en haut, au niveau de la symétrie tonique, tac, ça se stabilisait. Quand il serrait les lèvres, ça ne change rien. Et quand il mettait sa langue en bas, ça ne change rien. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la position. Ensuite, la position droite-gauche. Alors là, c'est un examen plus global, mais au niveau de la bouche, on arrive aussi à le tester. On fait mettre la langue en haut. Si ça répond en haut, on fait mettre la langue en haut à gauche. Et si ça répond, a priori, c'est ça. Puis on teste à droite. Et souvent, dans ce cas-là, à droite, ça ne répond plus. Donc, ça nous permet de façon, c'est très clinique, hein. C'est vraiment une médecine purement clinique. Ça nous permet, on teste. D'accord? Alors, parfois, on peut aussi avoir des réflexes qui sont altérés. Et quand ces réflexes sont altérés, c'est un piège parce que comme ils sont altérés, les réponses vont être chaotiques aussi. Et on va croire que l'enfant va être langue en haut à gauche, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Et donc, on va devoir lever ces réflexes qui sont altérés pour trouver vraiment le bon réglage. Donc, le réglage dépend vraiment de l'enfant, de l'examen de l'enfant. Et alors, ce qui est assez amusant quand même, c'est que maintenant, alors en fait, moi, je vois les enfants une première fois pour m'assurer qu'ils ont vraiment un trouble d'intégration multisensorielle, un SDP, et m'assurer qu'ils ont un bon bilan ophtalmo, parce que je ne suis pas ophtalmo, donc je ne peux pas me permettre de prescrire des prises avec une correction optique sans être sûr de la correction. Un bilan orthoptique qui permet de m'assurer qu'il n'y ait pas de problème de parésie au niveau des muscles oculomoteurs. Et je les revois au bout de 3 mois, 4 mois, avec les différents éléments pour là lancer le traitement. Depuis un an et demi, suite au résultat de l'étude, je fais vraiment travailler l'enfant tout de suite. Entre mon premier examen et mon deuxième examen, ce qui n'arrivait pas avant, j'ai vraiment des choses qui bougent. Parfois, j'ai un enfant qui va être à droite. Rien que le fait d'avoir travaillé sur la respiration, il va basculer à gauche. Donc, on gagne une étape. J'ai un témoignage aussi. En Allemagne, on a fait également une rééducation pour la respiration parce qu'on s'est rendu compte, mon fils avait des alphes, oui. Et qu'au moment où on a été chez l'orthodontiste pour voir justement par rapport à ses dents, bon, bien sûr, on nous a interrogé sur ce que c'était et l'orthophoniste, celui qui voulait lui faire poser un appareil, lui a proposé de faire une rééducation justement par rapport à la respiration parce que finalement, on se rendait compte qu'il ne respirait que par la bouche. Et donc, on a été voir
un logopède qui a aidé donc mon fils à réapprendre en quelque sorte à respirer, parce que finalement il respirait très peu par son nez et la nuit il respirait énormément par la bouche, et c'est ce qui lui disait aussi c'est qu'il avait des problèmes de sommeil. Donc c'était une piste, je n'y aurais jamais pensé si je n'avais pas été ici. Et là, bon, on est en fin de traitement. Je suis assez étonnée parce que l'orthophoniste nous a dit j'ai plus besoin de voir Thibaut. Donc, on est ravis. Les résultats scolaires sont tout à fait corrects. Et je suis en train de voir, j'attends encore quelques mois. On a une visite de contrôle avec le docteur Kersia au mois de novembre pour voir justement si on va maintenir le PAP parce qu'il semble avoir complètement compensé. Et effectivement, la durée de traitement on l'a mis en fin de CM1, donc il est en 4e, donc c'est bien ça, à peu près 4-5 ans. Alors, en fait, ce qui se passe la nuit, les enfants... Alors, vous avez déjà entendu parler des problèmes d'apnée du sommeil? Plus ou moins, d'accord? En fait, l'apnée du sommeil, c'est une pause respiratoire chez les adultes. Et initialement, en fait, c'était chez les obèses. Et il y avait que les obèses qui avaient cela et en médecine, apnée du sommeil, obèse. Et en fait, il y a un Français qui s'appelle Guy Menot qui a démontré que les apnées du sommeil, ça pouvait toucher même les personnes non obèses, et au contraire, ça pouvait toucher beaucoup de monde. Et donc, il a fait plus de 600 publications. Et pour lui, les enfants devaient aussi avoir des problèmes d'apnée du sommeil. Donc, il a essayé de démontrer. J'ai envie de dire, heureusement, en fait, les enfants qui ont des apnées du sommeil, c'est plutôt quelque chose de rare. Mais par contre, il a démontré que 10% des enfants avaient des micro-réveils pendant la phase de sommeil paradoxal. Et en fait, cette phase de sommeil paradoxal, c'est la phase de sommeil où je vais construire, où je vais mémoriser, où je vais passer d'une mémoire courte à une mémoire longue, les procédures d'automatisation. Et ça dépend énormément de la respiration. En fait, qu'est-ce qui se passe? Une autre équipe a démontré que pendant le sommeil, pendant cette phase de respiration paradoxale, mes muscles du pharynx se refermaient un peu, ce qui est physiologique, c'est normal, et que normalement, j'avais une réaction diaphragmatique synchrone qui compensait. Et en fait, chez ces 10% d'enfants, cette réaction synchrone se fait de façon décalée. Donc, l'enfant se retrouve à devoir se réveiller pour respirer. Mais en se réveillant, c'est un micro-réveil, donc il ne s'en souvient pas. Mais il va bouger un peu, donc il va avoir une nuit agitée, etc. Mais en se réveillant, il vient casser ces processus d'automatisation, dont celle de la lecture, dont un certain nombre de processus de mémorisation et tous les processus attentionnels. Et donc, la position d'endormissement, la respiration est vraiment un axe hyper important. Et je pense que Sigrid peut aussi en parler parce que je pense qu'elle travaille pas mal sur cet axe-là. Et j'ai envie de dire je ne sais pas, qu'est-ce que tu entends, Sigrid? Alors, j'étais en train de regarder les questions, je t'avoue, Luc. Ah, donc, tu étais en train de parler du lien entre les troubles myofonctionnels et les apnées du sommeil. C'est ça. Ouais. Voilà, tout à fait. Mais c'est, comme tu disais tout à l'heure, on doit d'abord régler, moi je suis d'accord avec toi, on règle d'abord la proprioception chez l'enfant avant d'entamer un traitement orthophonique pour la dyslexie. Mais moi, quand je vois l'enfant, c'est une des premières choses que je fais, donc quand le traitement est mis en place, c'est de restaurer une respiration nasonasale 24 heures sur 24 et de régler vraiment ce problème ventilatoire, ce problème de sommeil. Donc, tout ce qui est, dès qu'on a des troubles myofonctionnels, ventilation, mastication, etc., moi, je le règle en priorité avant même de commencer intensivement à traiter la dyslexie. Parce que, comme tu le disais, les problématiques du sommeil sont vraiment au centre du traitement du SDP. Alors, pendant que j'ai la parole, j'en profite pour te poser une autre question. Donc, dans l'étude, a-t-on évalué en plus des saccades le temps de fixation? Et y a-t-il eu amélioration de toutes les saccades? Alors, donc ce qu'on a, quand je parlais de l'accès lexical, etc., c'est on a mesuré le premier temps. Alors en fait, quand on mesure, c'est ça, ce sont les temps de fixation. Donc on mesure. Si je regarde un mot, j'ai ma saccade initiale qui arrive sur le mot, d'accord? Et elle va durer 240, 250 millisecondes, cette saccade. Et ensuite, c'est physiologique, je dois refaire une saccade. Soit j'ai reconnu le mot, je peux aller au mot suivant,
soit je n'ai pas reconnu le mot et je vais rester sur le mot le temps que je reconnaisse le mot. On appelle ça la durée du regard. D'accord ? Et ça, c'est le temps d'accès lexical. Donc, on a mesuré donc, la première saccade, donc la saccade de fixation, la deuxième saccade qui est la durée de regard, et on a aussi mesuré les saccades de régression, c'est-à-dire que j'arrive sur le mot, je le reconnais, je vais plus loin, et puis en allant un peu plus loin, ça n'a pas de sens, et je vais revenir en arrière sur mon mot pour essayer de voir si le sens est adapté à ce que je pensais. Et ça, on appelle ça l'accès sémantique. Alors, au niveau des résultats, sur l'accès sémantique, on avait des résultats qui n'étaient pas homogènes, donc on n'a pas pu les traiter de façon fiable. Donc, c'est vraiment ça, ce sont les fixations qu'on a mesurées, oui, effectivement. Mais je n'étais pas trop rentré dans le détail parce que déjà, j'ai raconté beaucoup de choses, donc je voulais essayer de ne pas trop vous perdre. Il y a une autre question. Donc, une maman se demande si le traitement proprioceptif sera adapté chez sa fille qui porte déjà des semelles orthopédiques pour pieds plats, qui porte également des lunettes et qui présente une fente labiale et qui va bientôt porter un disjoncteur. Oui, alors j'ai envie de dire, si elle a un trouble spécifique des apprentissages, oui, il n'y a pas de contre-indication. Alors, il peut éventuellement avoir une contre-indication, je dis bien éventuellement pour l'un ou l'autre des interventions parfois, mais ça n'empêche pas les autres interventions d'être utilisées, quoi. Donc, les semelles, si elle a des pieds plats, en fait, voilà, les enfants dits sont souvent des pieds pseudo-plats. Donc, les semelles proprioceptives vont pas gêner le travail sur le pied, au contraire. Oui, voilà, c'est assez classique. Par rapport à la fente labiale, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Et ensuite, le disjoncteur, ben, je pense que oui, il faut y aller parfois très doucement, il ne faut pas aller trop vite, quoi. Il faut pas aller trop vite, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais surtout travailler donc aussi cette respiration, quoi, voir avec l'orthodontiste, avec l'ORL, si la respiration est correcte, la position d'endormissement, l'exercice de respiration diaphragmatique. Il ne faut pas avoir peur, hein, de nos enfants. Avant de faire quoi que ce soit, vous pouvez toujours commencer par la respiration, quoi. Dans l'absolu, parfois et assez souvent, là maintenant, je dis une chose qui est un petit peu choquante. Je dis aux parents, bah, vous testez là maintenant, quand je les ai vus une première fois que je dois les revoir pour lancer le traitement, le temps qu'ils fassent leur bilan, je leur dis, bah, vous testez avec votre enfant, s'il arrive à faire la respiration, s'il arrive à faire la position d'endormissement. Quand je dis arriver, c'est-à-dire y penser, ensuite réussir à s'endormir comme ça c'est autre chose, mais à force, il va y arriver. Mais est-ce qu'il arrive à se mettre en place? Si les parents arrivent à l'accompagner, et je leur dis, et c'est là où c'était un peu choquant, s'il n'y arrive pas, s'il ne le fait pas, revenez pas me voir. Attendez qu'il y arrive, et là, revenez me voir. Hein, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, pour répondre par rapport à la... je pense que oui, cet enfant, une fois qu'il a trouvé des apprentissages, oui, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Il n'y a pas de contre-indication dans ce cas. Alors, il y a peut-être encore une dernière question qu'on n'a pas évoquée. Y a-t-il un lien entre troubles de la proprioception et des réflexes archaïques persistants? Alors, a priori, quand même, chez l'enfant dyslexique, on trouve quand même beaucoup de réflexes archaïques. D'accord. Il y a pour moi, oui, certainement un lien. Où se situe-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Mais pour moi, il y a un lien, oui. Est-ce qu'il a été démontré? Je n'en suis pas sûr. Par contre, qu'il y ait des problèmes de réflexes archaïques chez beaucoup d'enfants dyslexiques, oui. Donc pour moi, je pense qu'il y a un lien, mais il faut le démontrer. Mais alors, du coup, le traitement proprioceptif suffit à les... Enfin, voilà, parce qu'il y a des prises en charge des réflexes archaïques. C'est une question qui revient souvent sur les forums et compagnie. Ça serait attesté dans les deux sens. Est-ce que quand on fait... Alors, est-ce que les enfants qui ont des troubles de réflexe archaïque, s'ils sont dyslexiques, ils ont des troubles d'intégration multisensorielle? Voilà, je ne vois pas d'enfants qui ont une dyslexie, qui n'ont pas de trouble d'intégration multisensorielle, ou alors c'est autre chose. Hein, par exemple, ça va être une hypermétropie qui est passée à l'AS, et là, il n'y a pas d'asymétrie tonique, on n'a pas de scotome, et on a une hypermétropie, on va la prendre en charge, et l'enfant, ben voilà, c'était une fausse dyslexie. Donc, un enfant dyslexique avec un trouble d'intégration multisensorielle et des réflexes archaïques, ben, oui, il pourrait y avoir une étude qui consisterait à traiter le réflexe archaïque et voir si ça a une incidence sur les troubles d'intégration multisensorielle, et ça peut, pourquoi pas, régler les choses. Moi, je ne serais pas surpris, d'accord? Et inversement,
est-ce que le fait de faire un traitement des troubles d'intégration multisensorielle vient rétablir, vient lisser ce réflexe archaïque qui persistait? Moi, je ne serais pas étonné que ça soit positif dans les deux sens, mais ça n'a pas été recherché et démontré. Pour nous, actuellement, la priorité, c'est vraiment de démontrer qu'il y a vraiment une, comment dire, sortir un petit peu du tout phonologique, mais voilà, les études de Botts nous ont aidé, d'autres études nous ont aidé, et permettre aux soignants, permettre aux chercheurs de se dire, il y a quelque chose au niveau de l'intégration multisensorielle, au niveau de ce syndrome de dysfonction proprioceptive qu'il faut creuser et comprendre. Rendre cette prise en charge audible pour permettre qu'il y ait pourquoi pas une recherche au niveau médico-économique, permettre que des médecins soient formés, permettre que ça soit pris en charge, quoi. Il y a vraiment, mais pour ça, il faut d'abord démontrer qu'on sait faire quelque chose. Déjà, si on montre qu'on sait faire quelque chose, ben, on sera la première thérapeutique qui est capable de démontrer qu'elle est efficace sur la dyslexie. Et là, on vient de le remontrer de façon assez sympa. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ma priorité. La prise en charge proprioceptive, je pourrais aussi traiter des adultes pour plein de choses, mais ce n'est pas possible pour moi, parce que traiter des adultes, quelque part, si on voyait le type de Carcia, c'était impact postural lors de son étude. Et je pense que ça aussi fait que ce n'était pas audible. Voilà, on s'en est rendu compte après coup. Que vient faire la posture sur un trouble des apprentissages? Et quelqu'un qui travaille sur ses fonctions hautement cognitives, venir se dire le pied joue peut-être, je pense qu'à l'époque, c'était difficilement audible. Alors en fait, on a bien compris que ce n'était pas un problème de posture qui entraînait un problème d'apprentissage, c'est un trouble d'intégration multisensorielle qui va entraîner un problème de posture et qui va entraîner éventuellement, s'il est labile, un problème d'apprentissage. Mais si c'est un simple trouble d'intégration sensorielle sur certains aspects locaux, on n'aura qu'un problème de posture. Et je pense qu'il y a vraiment une réaction très vive en disant, mais c'est n'importe quoi, et c'est compréhensible. Et il faut répondre à ce c'est n'importe quoi et dire non, c'est pas n'importe quoi. Alors il y a aussi un aspect sémantique. On ne parle plus de syndrome de déficience posturale, parce que, pas que ça ne soit pas vrai, parce que ce n'est pas audible. Et puis ça entraîne aussi une confusion. Si on va dire c'est un syndrome de déficience posturale, on va se dire tiens, je vais aller voir un posturologue et ça va aller mieux. Non, parce que le posturologue, il a des outils géniaux, mais il va les utiliser pour régler la posture. Alors qu'en fait, ce n'est pas la posture qu'il faut régler, c'est ce trouble d'intégration multisensorielle. Si je règle ce trouble d'intégration multisensorielle, ma posture sera mieux. Mais ce n'est pas parce que je règle la posture que mon trouble d'intégration multisensorielle sera mieux. Et donc, continuer à utiliser ce terme, en fait, c'était faire que ça ne soit pas audible et puis provoquer la confusion. D'accord. Et donc voilà, maintenant on parle de syndrome de dysfonction proprioceptive et peut-être qu'on parlera peut-être de plus en plus de troubles d'intégration multisensorielle parce que là, ça permet de rejoindre tout un champ de recherche sur les troubles d'intégration multisensorielle dans d'autres pathologies, à d'autres niveaux, avec pas mal de choses démontrées, alors que la notion de syndrome de dysfonction proprioceptive n'est pas audible, même s'il est un peu plus audible que par rapport à la posture, mais c'est quand même pas très audible. Donc voilà, il va peut-être y avoir des évolutions sémantiques pour permettre que les choses puissent être audibles et aussi permettre de comprendre. Oui, ça c'est sûr que l'évolution sémantique, ça m'apparaît primordial. Moi qui ai longtemps été sur les réseaux sociaux, bon, j'ai moins de temps d'y traîner sur des groupes 10 généralistes, mais voilà, cette confusion entre posture et ce mélange, ça fait beaucoup de mal. Enfin, voilà, mais on y est un peu pour quelque chose et la confusion était normale et la réaction était normale. Et, alors, soit on se dit, oui, ils sont des pignoufs, ils n'ont rien compris, etc. Soit on se dit, non, ils ont besoin de comprendre et à nous de leur apporter des éléments pour comprendre. Donc, c'est pour ça que les aspects sur les réflexes archaïques, etc., voilà, il y a des études à faire, mais moi, je ne vais certainement pas m'engager dans ce type d'études parce qu'on a déjà à démontrer qu'on sait faire quelque chose pour que ensuite plein d'études puissent être faites. Et pourquoi pas sur les réflexes archaïques qui pourraient être très intéressants. Sigrid, Alors, je ne voyais plus de questions. Et alors, j'ai du mal à afficher. le syndrome d'Ehlers dans l'os, les enfants. Oui, peut-être évoquer le syndrome d'Ehlers dans l'os, où voilà, on va retrouver beaucoup de troubles proprioceptifs. Je pense que ce serait peut-être intéressant d'en parler un petit peu.
Alors, c'est évident, depuis je travaille sur la dyslexie, je diagnostique le syndrome d'Ehlers-Danlos, ce que je ne faisais jamais avant. Donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent. En fait, ce trouble d'intégration multisensorielle, la question c'est pourquoi ce trouble d'intégration multisensorielle, et ça, on n'y a pas répondu. Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, des tâches de Maxwell, hein, cette notion chez l'enfant dyslexique de tâches de Maxwell symétriques. C'est sûr que si on a des influx visuels qui sont prédominants sur les deux yeux et non pas sur un seul œil, ça peut vraiment entraîner, déstabiliser le système. On imagine bien que dans la maladie dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est au niveau du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, en fait, c'est tout ce tissu qui est un petit peu élastique, donc les muscles, la peau, etc. Il y a du tissu conjonctif dans tous ces éléments-là. Et en fait, dans le cas du syndrome d'Ehlers-Danlos, il y a une petite anomalie du collagène, qui est vraiment le constituant du tissu conjonctif, qui fait que les propriétés mécaniques d'élasticité de ce collagène n'est plus le même. Donc, et dans tous ces tissus, donc muscles, tendons, peau, etc., on a plein de capteurs qui diffèrent en fonction des tissus et qui sont entourés de ce collagène. En fait, ces capteurs sont maintenus par ce collagène. Donc, imaginons, je dis une bêtise, qu'on ait un capteur qui est fait pour s'étirer sur 1 centimètre. Là, je dis vraiment une bêtise, mais c'est pas grave, parce que là, on parle en microns, etc. Mais si le collagène fait qu'il est de mauvaise qualité et qu'il va s'étirer sur 3 centimètres, ce capteur qui va donner une réponse sur 1 centimètre normalement se retrouve étiré sur 3 centimètres, donc il envoie des informations qui sont complètement erronées. Mais ça, des centaines, des milliers, des millions, peut-être des milliards d'informations qui arrivent erronées au cerveau. On peut imaginer que ça vient déstabiliser la fonction globale du cerveau. Et donc, je pense que le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est certainement un grand pourvoyeur de syndrome de dysfonction proprioceptive, de troubles d'intégration multisensorielle et donc certainement de troubles 10. Donc, par ce biais-là. Ensuite, la prise en charge proprioceptive, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a un système qui est un peu chaotique, on va dire qui est complètement chaotique, et on arrive à le stabiliser. D'accord? Je pense que sur un syndrome d'Ehlers-Danlos, on doit aussi réussir à stabiliser, peut-être pas parfaitement, on ne va peut-être pas régler un certain nombre de douleurs, mais on peut peut-être régler un certain nombre de choses. Alors moi, j'aurais une question par rapport à juste la multiplication des rééducations en fait en plus du SDP, parce que là, on voit qu'il y a réflexe archaïque plus SDP plus disharmonie hémisphère, enfin voilà. Et il y a écrit disharmonie hémisphère. Je ne sais pas ce que c'est. C'est cohérent. Je parle juste. Attends, oui, je te laisse poser ta question. Ma question était, voilà, est-ce qu'il faut faire plein de rééducation d'un coup ou au contraire, pour ne pas surcharger l'enfant, pas tout en même temps. Je dis ça parce que j'ai eu un cas récemment très délicat d'une maman qui voulait faire très bien, mais finalement peut-être trop. Puis en plus, elle s'est pris les services sociaux. Voilà, ça va très mal pour elle. Déjà que le traitement du SDP, ça tiquait déjà, mais quand elle a rajouté les réflexes archaïques, voilà, elle est dans une très mauvaise posture. Et je me dis, voilà, est-ce que le trop de rééducation ne nuit pas à la rééducation? Alors, je pense d'abord que l'enfant dyslexique, c'est un enfant qui est fatigué. Le soir, il n'a plus d'énergie. D'accord. En fait, il utilise l'information erronée, il doit faire avec, et donc son cerveau, je peux vous le dire, il turbine. Donc c'est usant. Un enfant dyslexique, essayer de lui faire les devoirs le soir, je crois que c'est chaud quand même dans l'ensemble. Il n'a plus d'énergie. Et donc c'est un enfant qui travaille toute la journée, qui est courageux, qui n'a pas un quart d'heure de devoir le soir, ça va plutôt être 1 heure et demie, 2 heures. Donc je pense qu'il faut limiter. Il faut limiter parce que l'enfant ne peut pas tout faire, il n'aura pas la résistance et il faut lui laisser aussi du temps pour vivre. Donc, moi, j'ai envie de dire, on va être simple, je vais pêcher, mais lâchement pour ma paroisse. Vive le travail sur le sommeil, vive l'ORL qui va permettre, par exemple, de faire que la respiration nasale soit possible, vive la rééducation biofonctionnelle, etc., vive le traitement proprioceptif et vive l'orthophonie après ou l'ergothérapie pour l'enfant dyspraxique. Ensuite, si ça bloque,
j'irais peut-être voir sur les aspects réflexes archaïques, pourquoi pas, parce que voilà, il y a des choses qui peuvent aider. Ou je commencerai par le réflexe archaïque, et si ça ne va pas, je basculerai sur autre chose, mais je ne ferai pas tout en même temps. Ensuite, cette notion de disharmonie hémisphérique, qu'est-ce qui se passe par rapport aux tâches de Maxwell? En fait, c'est quoi? Les tâches de Maxwell, c'est au niveau donc, de la fovea, on a deux petites zones où il y a, donc dans la fovea, c'est la partie centrale de la rétine qui permet de voir net, où il y a tous les cônes de couleurs, rouge, bleu et vert, et on a ce qui nous permet de voir en couleur, et là il y a énormément de cellules, hein, et il y a deux petites zones, donc, une zone dans chaque œil où il n'y a pas de cône bleu. Ça nous permet tout simplement d'avoir une acuité visuelle qui est à 10-10 aussi parfaite, parce que si je focalise sur le bleu, tout ce qui va être rouge et vert vont être un peu flou. Si je focalise sur le rouge et le vert, le bleu va être flou, mais en fait le bleu c'est quoi? C'est le ciel, c'est la mer quand il fait beau, et c'est les iris. Mais sinon, dans la nature, il n'y a pas beaucoup de bleu quand même. Donc, si c'est un peu flou sur le bleu, ce n'est pas bien grave. Donc, la nature a trouvé un mécanisme qui fonctionne très bien chez les mammifères, qui nous permet d'avoir cette vision à 10-10, avec ces deux tâches de Maxwell où il n'y a pas de cône bleu. Chez 90% des personnes, on a une tâche dominante et une tâche un peu plus petite, plus faible. Et chez 10% des personnes, donc a priori les 10, on a deux tâches prédominantes. Ce qui fait que l'enfant dyslexique, au lieu d'avoir un œil de référence, avoir les deux hémisphères, c'est une hypothèse, qui travaillent avec un œil comme référence, et donc d'avoir deux hémisphères qui travaillent de façon coordonnée avec les mêmes informations, lui, il peut travailler indifféremment avec les deux yeux. Donc une fois, je vais avec le droit, une fois avec le gauche, et puis l'autre hémisphère pareil, donc ils peuvent être coordonnés, pas coordonnés, etc. Et donc ça donne quelque chose qui est, à mon avis, chaotique, asynchrone. Et il y a pas mal d'études au niveau électroencéphalogramme, etc., qui montrent que les ondes cérébrales, certaines ondes cérébrales chez l'enfant dyslexique sont complètement asynchrones. Et si on arrive à les synchroniser, on arrive à améliorer certaines fonctions de lecture, etc. Et c'est un petit peu l'action des lunettes LexiLens et des, comment ça s'appelle, et des lumières Dislight. En fait, leur idée, c'est de provoquer une vibration qui va permettre de synchroniser en fait le fonctionnement du cerveau. Et cette notion d'un dysfonctionnement global, donc d'un dysfonctionnement interhémisphérique global, c'est une notion qui est vraiment intéressante. Alors, pour revenir à mon étude, en fait, on a montré quoi? On a montré que les fonctions phonologiques étaient améliorées, donc ça sont des fonctions cognitives, et on a montré que les fonctions oculomotrices étaient aussi améliorées. Et en fait, on montre donc que c'est un dysfonctionnement global. Ce n'est pas une atteinte organique et ce n'est pas une fonction qui est altérée, mais c'est vraiment l'ensemble du fonctionnement du cerveau qui est altéré. Surtout, qu'on montre des troubles d'interaction multisensorielle. Donc oui, pour moi, c'est une porte ouverte. Les deux hémisphères de l'enfant dyslexique travaillent pas ensemble. Donc il y a une disharmonie. Donc ça rejoint aussi un petit peu ce que faisait la kinesthésiologie, etc., qui est une approche où il y a peut-être des outils qui pourraient peut-être de temps en temps être utiles pour certains enfants qui bloquent, etc. Il y a plein de choses encore à découvrir, à comprendre. Et pour moi, ce n'est pas incohérent, c'est cohérent. Et alors, du coup, quand on parle des lunettes LexiLens, parce que moi, je me suis amusée à lire beaucoup de témoignages des parents sous les campagnes de publicité d'Atoll sur Facebook. Oui. Et il y a vraiment des cas où ça marche très bien, hein, c'est vraiment d'autres pas du tout, et puis d'autres moyens, enfin voilà, mais bon, ça m'a l'air quand même assez efficace dans 50% des cas quand même. Mais je me demandais sur un enfant donc, qui a une dysproprioception, est-ce que ça améliore la lecture, mais est-ce que ça va aussi agir sur les restes des symptômes comme les prismes, enfin... En fait, l'enfant le porte le temps de lire, et puis il ne le porte pas après. Ça ne règle pas tout, loin de là. Ou alors il faudrait les porter tout le temps, mais je pense qu'il faut être courageux pour les porter tout le temps. En Bretagne, ils sont assez avancés. Alors en fait, j'ai la chance, c'est parce que je me suis remué popotin, j'ai participé comme investigateur sur les deux études, une sur la lampe Dislight, l'étude Dislight, et sur la lampe et sur l'étude Altodis sur les lunettes scintillantes. Donc là, j'étais en contact avec des orthophonistes, des gens de Bretagne qui ont pas mal travaillé là-dessus. Et il y avait une orthophoniste qui travaille beaucoup là-dessus au départ et qui dit même quand les enfants sont bien aidés, très rapidement, au bout d'un moment, ils abandonnent parce qu'il y a trop de contraintes. Donc
Je trouve que c'est un truc qui est vachement génial. Pour nous, je pense que ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Je pense qu'il y a vraiment une piste hyper intéressante. Voilà, il faut attendre les résultats des études. À voir. Et quand ça marche, eh ben, l'enfant a tendance à abandonner quand même assez rapidement. Oui, j'ai vu un témoignage, parce que justement, comme ça fait 1 an que ça commence enfin, émerger. Il y a des essais, voilà. Maintenant, j'ai des témoignages, parce que là, ils ont refait une campagne de pub à l'occasion de la journée des 10. Oui, mais ils n'ont pas sorti les résultats de leur étude quand même. Hein. Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les témoignages, en fait. C'est les témoignages des familles en dessous. Et c'est vrai que là, il y a une famille qui disait que le gamin avait arrêté de mettre ses lunettes alors que ça lui faisait beaucoup de bien, et voilà, et que c'était quand même bien dommage. Et puis, il y a ceux aussi qui ont des maux de tête aussi à cause des flashs lumineux, que ça ne peut pas être utilisé là où il y a des néons. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de… En fait, les enfants dyslexiques sont très sensibles au niveau des sons, des bruits, des odeurs, des troubles de l'oralité. Tout ça, c'est des troubles d'intégration multisensorielle. Et mettre une lunette qui scintille, c'est parfois très mal supporté. Vraiment très, très mal supporté. Et c'est vrai que moi, j'ai 2 frères qui ont fait l'étude, par exemple. Il y en a un, il est passé de 60 mots minute à 120 mots minute. Wow, c'est génial. Et l'autre, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, c'est vraiment une piste qui est hyper intéressante. Voilà, il faut qu'ils arrivent à démontrer l'efficacité. Sur l'étude sur les lumières, je pense qu'on a la lampe d'E-Slide. Je pense qu'ils n'ont pas encore publié les résultats. Et ça serait intéressant qu'ils les publient, mais je pense que ça ne sera jamais publié. Moi, mon sentiment, pour avoir lu les témoignages, parce que du coup, moi, ça m'intéresse de lire, en absence d'études, les témoignages des familles. C'est ça qui me… Et j'ai l'impression que les lunettes sont quand même nettement plus efficaces que la lumière, l'excellence. Enfin… Ah oui, je pense. Alors, en fait, la lampe est très difficile à régler. Et les lumières, en fait, alors l'étude avec la lampe, en fait, il n'y avait qu'un seul réglage. Donc, je pense qu'ils ont déjà flingué les 2 tiers de leur population qui ne pouvaient pas s'améliorer. L'étude avec les lunettes, en fait, l'enfant d'abord testait le confort il y avait 3 scintillements, fréquences de scintillement, donc il pouvait tester là où c'était confortable pour lui. Si ce n'était pas confortable, on lui mettait une fréquence aléatoire ou qui était prédéfinie, je ne sais plus exactement. Et je pense que là, on risque d'avoir des résultats qui peuvent être beaucoup plus intéressants. Mais le problème, c'est que c'est une étude, c'est one shot. C'est-à-dire que l'enfant a ligne de test, c'est tout. Mais il n'a pas duré dans le temps. Donc, il y a un truc à… En tout cas, je pense que… par contre, je pense que les gens n'ont pas besoin d'acheter une lunette, ils peuvent d'abord essayer. Oui, dans le magasin, ils peuvent essayer. Ça, j'ai envie de dire, ça, je trouve que c'est très bien. Oui. Ah oui, puis il y a vraiment, voilà, j'ai vraiment lu des trucs extraordinaires, et puis d'autres parfois rien du tout. Enfin, voilà, c'est… Mais je pense que ça ne règle pas le problème du SDP. Alors, je devais voir l'enfant avec ses lunettes. Puis quand il est arrivé, les lunettes n'avaient plus de batterie. Pour voir au niveau asymétrie tonique ce que ça donnait, pour voir stabiliser ma localisation spatiale, pour voir si, etc. Et donc, je n'ai pas pu le faire. Mais pas pu le faire, oui, voilà, parce que du coup, ça m'intéresserait, parce que je me posais la question, moi, si ça… Moi aussi, je me pose la question. Mais je vais le revoir bientôt, parce que finalement, il s'est décidé à faire le traitement proprioceptif. D'accord. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Il y a plusieurs personnes qui t'ont remercié pour cette présentation extrêmement intéressante. Ça m'a donné de nouvelles idées, etc. etc. Donc, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont trouvé. Merci. Je n'avais pas vu. Tu peux lire, les commentaires sur le chat. Bonsoir du Liban. Ça, c'est sympa. Oui. Munich, Liban. International. Hein. Oui. Même confronté. On peut enregistrer ça ou pas? Qu'est-ce que tu veux enregistrer? Moi, là, j'ai enregistré toute la conférence. Hein. D'accord, la discussion. D'accord, je vais essayer d'enregistrer. D'accord, ok. Ouais. C'est super. Moi, voilà, Ah, tu veux dire la discussion sur le chat? Oui. Ah, ça, je ne sais pas. Alors, je la fais défiler. Mais ça sera peut-être enregistré. Voilà. On verra. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être? Voilà. Alors, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait levé la main et puis je crois qu'elle n'est plus là. Non, moi, je n'ai pas vu de nouvelles questions. Voilà, tout le monde te remercie beaucoup, Luc.
Mais voilà, par si j'en ai omis une, mais je ne vois pas d'autres questions. Ok. Bon, bah, génial. Bon, bah, je vous remercie beaucoup pour votre accueil et pour ces questions. Voilà, c'est super. Eh ben, c'est moi qui te remercie d'avoir bien voulu voilà, répondre à mon invitation et puis et avoir inauguré voilà, ces mois des 10 en visio parce que voilà, il se trouve que la visio, c'est quand même encore aujourd'hui ce qui correspond le plus à notre association, puisqu'en fait, les gens, ils sont partout en France. Et faire quelque chose sur Dijon, ben, il doit y avoir 3 adhérents sur Dijon, enfin 3, 4, dont moi. Donc, voilà. Donc, finalement, la visio correspond plus à ce qui est Sensoridis aujourd'hui, même si voilà, il nous manque la rencontre réelle. Mais bon, ça viendra plus tard, quand on sera encore plus gros, sait-on jamais. Voilà. Donc, en attendant, ben, Luc, je te remercie bien. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je pense, voilà, il y a des nouveaux messages, mais je pense que c'est des gens qui disent au revoir. Voilà, merci beaucoup, très intéressant. Donc, ben, je vais vous dire bonsoir à tous. Bonsoir à tous et un grand merci pour votre écoute. Merci, bonsoir. Merci à toi, Luc, et merci Sigrid de m'avoir appuyé. C'était gentil. Ça permet de rien. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.